Il se dit prêt, une fois de plus déterminé, plus que jamais à servir son pays. Guillaume Soro, en exil depuis 6 ans, a officiellement annoncé sa candidature pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Une ambition que le leader de GPS articule autour d'un projet de société et de gouvernement bien ficelé. Quelle crédibilité faut-il accorder à cette candidature? Une candidature pouvant en cacher une autre, celle de Tidjane Thiam, d'ailleurs à l'image, n'est pas encore officielle. Cependant, le président du PDCI RDA a ambition de diriger une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix également avec ses voisins. Dans son discours de Nouvel An, Tidjane Thiam a milité pour la préservation des relations fraternelles respectueuses et apaisées avec l'ensemble des pays de la sous-région. Et ce message envoyé à l'AES, voilà, mesdames, messieurs, les principales interrogations de cette émission. Aux côtés d'une autre thématique, le Burkina Faso qui rappelle son ambassadeur et 3 consuls ainsi que plusieurs dizaines de ses fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Une décision qui surprend plusieurs observateurs. Elle survient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays, les autorités burkinabées ayant jusqu'ici accusé la Côte d'Ivoire de manœuvres visant à déstabiliser le régime en place. Du côté d'Abidjan, on rejette clairement ces accusations. Nous tenterons bien sûr de faire le tour de ces principales orientations de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir et bienvenue à vous. Voilà. Et quelques grandes orientations de cette émission du Point sur l'actualité. Nous aurons l'occasion de faire le tour. Nous parlerons de la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons également sur la sortie de Tidjane Thiam, le président du PDCI, plus que jamais favorable pour un dialogue avec tous les pays de la sous-région et ce message qu'il envoie clairement aux pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso, quand il dit qu'il voudrait diriger une Côte d'Ivoire apaisée, respectueuse, ou du moins une Côte d'Ivoire qui respecte les relations de coopération bilatérale qu'elle entretient avec les pays de la sous-région de façon générale. Un discours qui, entre autres, s'inscrit en rupture avec la politique actuelle menée par Abidjan vis-à-vis de certains pays de la sous-région de façon générale. Et nous reviendrons également pour sortir de cette émission de ces tensions diplomatiques plus que jamais perceptibles entre Ouagadougou et Abidjan. Le personnel diplomatique du Burkina Faso ayant été rappelé par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour en parler, 3 invités. Aux côtés tout d'abord de Sylvain de Bogo. Je rappelle que vous êtes à Londres. Vous êtes un habitué de ces émissions du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Sylvain. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à tous vos éditeurs et téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes et à toute l'Afrique qui nous donne la chance de nous exprimer pour apporter notre petit grain de sel dans la construction positive de notre continent. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Sylvain de Bogo. Avec vous, nous allons parcourir l'actualité ivoirienne qui vous tient particulièrement à cœur, 2025 étant bien évidemment une année charnière. Chello Lawson, vous êtes également avec nous, analyste politique, président du mouvement pour un Togo nouveau. Vous êtes à Manitoba, au Canada. Bonsoir à vous. Bonsoir mon cher ami Guéné. Merci pour cette invitation. Permettez-moi de saluer toute votre équipe au début de cette année pour le travail formidable que fait votre direction pour porter ce flambeau, n'est-ce pas, de l'information, mais également de l'analyse politique pour donner l'heure juste aux Africains pour qu'ils se mobilisent et qu'ils puissent être vent debout dans ce combat de changement de dignité, de souveraineté du continent africain. Merci à vous et nos voeux les meilleurs de santé, de paix et en même temps d'énergie renouvelée pour l'accomplissement de ce combat. Je salue mes co-panélistes, le doyen Parfendom, qui est toujours comme un soldat au devant, n'est-ce pas, de cette lutte à travers sa sagesse, mais aussi sa culture politique qui nourrit, n'est-ce pas, toute une génération d'Africains, d'Afro-descendants
pour qu'il soit au cœur justement de ce combat de souveraineté. Je salue mon frère et ami à Londres et tous ceux qui vont se joindre à nous, à tous les panafricanistes en Afrique et dans le monde. L'année 2025, c'est une année importante dans ce combat de déplacement des plaques tectoniques et qui plante justement le décor sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais également évoquer le cas du Togo, car 2025, c'est la fin du mandat de Faure Gnassingbé, après 20 ans de pouvoir à la suite de son père. Le peuple togolais vent debout se mobilise, puisqu'il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Le peuple togolais veut montrer la porte à Faure Gnassingbé. C'est un appel à tous les panafricanistes de soutenir ce peuple-là pour qu'enfin on tourne la page de 60 ans d'une dictature militaro-monarchique imposée par la France depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Les Togolais sont encore en prison, ils sont des centaines au début de cette année qui ont subi la croix et la bannière. Nous appelons donc à cette mobilisation pour qu'enfin le Togo puisse retrouver l'AES, retrouver l'Afrique, se mettre dans cette dynamique de changement et de souveraineté. Merci pour votre invitation, M. Nguéné. Merci à vous, chez Lawson, patient parfum d'homme. Vous êtes également avec nous ce soir. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir, Baudelaire Nguéné. Le prince de ma tombe. Bonsoir à mes amis co-débattants qui sont de l'autre côté. Je pense à Sylvain de Bogo depuis Londres. Vraiment, mes voeux de bonheur, de prospérité, de santé surtout. À Sylvain de Bogo et qu'il continue toujours d'apporter sa petite pierre à l'édifice comme l'a si bien souligné. À mon cher frère Sylvain de Bogo, écoute, chez Lawson depuis le Canada où il fait plus que foi. Et pour que j'ai des petites craintes depuis que M. Macron, Trump se propose de faire du Canada un énième État américain, dont je ne serais pas étonné de le retrouver du côté des États-Unis demain. Bon, c'est la blague de la... on comprend. Le projet d'annexion de Donald Trump, voilà, aux côtés du canal de Panama ou encore du Groenland. Voilà. Il est très ambitieux, à quelques jours de son investiture. Donc, qu'il continue de penser au Togo, parce que c'est de Togo, de là que son cœur bat véritablement, et qu'il puisse avoir la certitude de la confiance qu'il aura toujours de véritables panafricains à ses côtés dans ce combat pour enfin libérer le Togo de cette dictature familiale qui n'a que trop duré et dont les Togolais n'ont que trop subi. Je pense qu'il est temps pour les Togolais de retrouver le pays de Sylvanus Olympio, le pays des Togolais, des vrais, et le pays, n'est-ce pas, de tous ceux qui pensent à une autre Afrique, une Afrique de solidarité, une Afrique de fraternité, une Afrique surtout d'union, parce que notre cheval de bataille, notre mère, n'est-ce pas, de combat, c'est-à-dire que l'article premier de ce combat, c'est de tout faire pour que l'Afrique puisse demeurer une et indivisible. Donc je dis à tous les panafricains, à tout le monde, à tous les Camerounais, le Cameroun c'est ma patrie, mais l'Afrique c'est mon avenir. Merci une fois de plus et joyeux bonne fête de fin d'année, ou bien comment dire ça, bon début d'année, à année neuf à tous nos frères panafricains et aux fidèles téléspectateurs qui ont toujours accompagné cette belle aventure qu'est For You Media Africa, dans ces différentes déclinaisons, qu'elles soient télévisuelles, qu'elles soient radiophoniques, qu'elles soient aussi sur le plan des journaux et qu'elles soient aussi sur le plan électronique. C'est quand même quelque chose de fantastique qui a été accompli par les top managers de cette maison à qui nous souhaitons aussi une bonne et heureuse année 2025. Je pense au président Matomba, je pense à Mme Sikendoumbé, je pense à Mme la directrice, dont le nom m'échappe toujours. La directrice générale du groupe Ton Super, Mme Mélanie, à qui j'adresse aussi vraiment mes voeux de bonne et heureuse année 2025. Et merci une fois de plus pour cette invitation. Merci à vous. Patient parfait d'homme. C'est ce qui s'appelle un retour médiatique fracassant. Dans une intervention en ligne, ce 31 décembre 2024, Guillaume Soro, le leader du mouvement GPS, a donc clairement décliné son ambition présidentielle
du côté de la Côte d'Ivoire, un projet de société axé sur le monde paysan. 6 ans après son départ en exil, il dit vouloir revenir, mais surtout affiche clairement son désir de diriger la Côte d'Ivoire. Mais dans son intervention, il n'a pas manqué de remercier les dirigeants de l'AES, grâce à qui il a pu faire son retour sur le continent africain. Avant, Sylvain Gbagbo, de questionner la crédibilité de cette candidature annoncée de cette façon par Guillaume Soro, prenons tout d'abord cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa. 6 ans après avoir quitté la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, leader du mouvement citoyen Génération et Peuple Solidaire, dissous par la justice ivoirienne, a choisi les derniers jours de 2024 pour renouer avec ses partisans. Lors d'une visioconférence, il a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Soro, aujourd'hui quinquagénaire, a profité de cette prise de parole pour exposer les grands axes de son projet politique. J'ai élaboré un programme de gouvernement, un projet de société que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Dans son discours, il a exprimé sa gratitude envers les personnalités politiques ouest-africaines influentes. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué. L'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire a également évoqué son exil qui juge contraire à la constitution ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles de 2025 s'annoncent centrales pour la Côte d'Ivoire. Outre Guillaume Soro, les figures politiques notables comme Laurent Gbagbo tentent de se positionner, bien que ce dernier soit pour l'instant inéligible. Élément signé Fotso. Alors, Sylvain Gbagbo, il dit vouloir revenir, mais il ne revient pas les mains vides. Un projet de société et de gouvernement bien ficelé, axé principalement sur le monde paysan, car l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se positionne comme un défenseur des laissés pour compte, en particulier le monde paysan. Il énonce entre autres les injustices sociales dont souffrent les travailleurs des filières clés de l'économie ivoirienne telles que le cacao, le café ou encore l'huile de palme. Voilà les grandes orientations qu'il donne, notamment en revenant sur son projet de société. Alors, la crédibilité, quelle est la crédibilité, Sylvain Gbagbo, de cette candidature de Guillaume Soro, officialisée en exil? Il faut dire que le problème, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas l'exil. Le problème, c'est que son parti politique, le GPS, est d'abord dissous par la justice de Dramane Ouattara, que lui-même, Soro Guillaume, avait toujours trouvé comme une bonne justice. Il avait jugé cette justice, si je ne me répète pas, de bonne justice. Lorsqu'il se moquait des autres réfugiés ivoiriens qui étaient au Ghana, lorsqu'il se moquait par exemple de Chablé Goudé qui pour lui rasait les murs au Ghana et qui devait rentrer chez lui en Côte d'Ivoire s'il n'avait rien à se reprocher parce que la justice ivoirienne était une injustice vraiment équitable et qui allait vraiment rendre justice si Chablé Goudé n'avait pas commis des crimes s'il ne se reprochait rien. On connaît la suite. On sait comment Chablé Goudé a été traité, on sait comment il a été conduit à la suite à La Haye, en Hollande. Donc, voici un peu des faits. Soro Guillaume a été toujours celui-là qui était devant, c'était lui le porte-parole des grands discours de l'oppression de Dramane Ouattara. C'est Soro Guillaume
qui, ma foi, sillonnait les capitales occidentales pour narguer, en tout cas, tous les demandeurs d'asile et les réfugiés ivoiriens. C'est Soro Guillaume, vous m'excusez, qui à Londres avait lancé lors d'une visite comme quoi il a dit aux Ivoiriens qu'il s'excuse. Alors pour lui, c'était suffisant parce que lorsque Houphouët-Boigny, en 1970, assassinait crapuleusement avec la complicité de la France les guébiers, c'est-à-dire les BT, et est-ce que Houphouët-Boigny avait présenté des excuses? Et en même temps, sans attendre la réaction de ceux à qui il présentait ces pseudo-excuses, Soro Guillaume a même temps parlé de sa candidature. C'est encore Soro Guillaume qui disait qu'il n'avait pas peur de Alassane Dramane Ouattara parce que c'était lui, c'est son masque qu'il avait habillé la nuit et donc ce masque-là n'avait pas l'appeler. C'est encore lui, Soro Guillaume, qui disait qu'il allait faire asseoir Alassane Dramane Ouattara quelques jours des élections précédentes, les élections présidentielles précédentes, pour lui donner des conseils pour qu'il se retire. Et dans tout cela, il a parlé des promesses que Alassane Dramane Ouattara n'a pas tenues vis-à-vis de lui. Parmi ses promesses, il devait être le candidat des élections dernières du parti d'Alassane Dramane Ouattara. Donc voici toute une, en tout cas parmi tous les points, toutes les sorties de Soro Guillaume, voici des choses qu'il a fait sortir. C'est lui qui avait même crié que les élections dernières n'allaient pas avoir lieu parce qu'il allait peser de son poids. Vous comprenez? Donc pour nous, Soro Guillaume, depuis son exil, qui lance son appel, il a beaucoup je dirais beaucoup de casseroles qu'il traîne. Il a beaucoup de... il est même suspendu, il n'a pas son nom sur la liste électorale comme le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, bien d'autres. Donc Soro Guillaume, lancé comme cela qu'il sera candidat, bon, nous attendons de voir. Il est malheureusement dans son camp. Vous attendez quoi précisément? Vous attendez quoi précisément, Sylvain de Bogou? Que le pouvoir en place aujourd'hui prenne des dispositions pour un retour de Guillaume Soro du côté de la Côte d'Ivoire, pour que le processus électoral soit le plus apaisé possible? Ou alors, avez-vous d'autres attentes vis-à-vis de cette présidentielle qui s'annonce? Non, cette présidentielle qui s'annonce, nous pensons que Dramane Ouattara est prêt à pêcher Soro Guillaume. Celui qu'il pourrait accepter, c'est le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et nous pensons qu'il doit accepter le dernier, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, parce qu'Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les contradictions autour de lui, à son intérieur, à l'intérieur de son parti. Et surtout Soro Guillaume, qui était sa main droite, qu'il utilisait pour opprimer les Ivoiriens. Et donc aujourd'hui, ce sera très difficile. Maintenant, des élections apaisées en Côte d'Ivoire, nous pensons que ce sont les Ivoiriens et les Panafricains qui devront vraiment lever le doigt, la main, la voix pour mettre la pression sur Alassane Dramane Ouattara et son entourage pour que les élections soient vraiment apaisées en Côte d'Ivoire. Nous avons vu les dernières élections, la désobéissance civile, où la tête du jeune Inoussa a servi de football et aucune presse en Occident et personne même dans d'autres médias n'en ont parlé et c'est resté lettre morte. Voici un peu ce qui présage les élections à venir parce que la psychose de cette élection présidentielle est toujours là, la précédente élection présidentielle. Cette psychose est là et les Ivoiriens se demandent comment il faut organiser cette nouvelle élection. Et surtout aussi, il faut voir du côté de l'opposition, il y a trop de divisions, de morcellement au sein de l'opposition, ce morcellement qui pourrait vraiment jouer contre l'opposition et avec Alassane Dramane Ouattara qui voit toute organisation, toute conférence de l'opposition comme un attentat anti-griffe contre lui. Je pense que l'opposition devra vraiment changer
de tactique pour amener Alassane Draman Ouattara sur la table de négociation. Mais cette opposition, elle peut aussi compter sur Guillaume Soro, Sylvain de Bogou. S'il vous plaît, revenez encore. Je parle de l'opposition. Peut-elle compter sur Guillaume Soro, clairement aujourd'hui? Bon, au contraire, c'est Guillaume Soro qui compte sur l'opposition qui est présente en Côte d'Ivoire. Parce que c'est cette opposition qui a commencé à citer, à travers les leaders de ces différents partis, ce sont eux qui ont commencé à citer le nom de Guillaume Soro dans leur discours, dans toutes leurs sorties, en partant depuis Mme Simone Veil, arrivé au président Laurent Gbagbo et d'autres partis de l'opposition qui ont souligné Guillaume Soro. Et c'est pour cela aujourd'hui, Guillaume Soro, dans son discours, dans sa sortie, il remercie le président Gbagbo, il reconnaît l'humanisme, comme il a dit lui-même, du président Laurent Gbagbo, celui-là qui a fait de lui l'homme qu'il est, qui lui a même offert une maison de fonction que Alassane Draman Ouattara lui a arrachée et qu'il a malheureusement, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, qu'il a malheureusement combattu pour mettre celui qu'il a appelé son mentor, Alassane Draman Ouattara, au pouvoir. Donc c'est Soro qui a besoin de l'opposition parce qu'aujourd'hui, son mouvement n'est pas permis même d'organiser quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Et il y a un de ses honorables, celui qui a été élu, c'est son nom qui nous échappe maintenant, mais qui a été arrêté. Donc la loi en Côte d'Ivoire n'existe pas. L'immunité parlementaire, Alassane Draman Ouattara n'a rien à faire avec. Il met tout ce qu'il veut mettre en prison pour gêner le monde. Les supporters numéro 1, bien les premiers supporters qui sont à la première table autour de Soro, ils sont pourchassés chaque fois. La famille de Soro elle-même, elle est toujours surveillée. Ses jeunes frères sont mis en prison à chaque fois. Et donc, ce sera très dur pour Soro. Et il faut qu'il compte ou bien qu'il collabore avec l'opposition présente sur le terrain pour que ensemble ils mettent sur pied une tactique. Sinon, pour nous, Soro Guillaume, dans son état actuel, il sera très très difficile pour qu'il soit candidat aux prochaines élections. Très difficile pour qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle. Mais que pensez-vous de son projet de société aujourd'hui qu'il axe principalement sur le monde paysan, dénonçant des injustices sociales dont souffrent les travailleurs des filières clés de l'économie ivoirienne, telles que le cacao, le café ou encore l'huile de palme? Peut-on dire que d'une façon ou d'une autre, bien qu'étant en exil, il est au fait des réalités que vivent les Ivoiriens? Oui, ben, ces réalités ne sont pas venues maintenant. Ces réalités, c'est depuis que lui, Soro et Draman Ouattara ont participé de façon factuelle à la division de la Côte d'Ivoire en deux parties. Et Soro lui-même, il était devenu, en tout cas, un homme riche en diamants et en or, en exploitant, en contrôlant tout ce qui était au nord, en ne payant pas de taxes à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une chenille qui a été plantée dans le fruit ivoirien avec sa pleine participation. Alors, pour nous, s'il vient aujourd'hui nous dire qu'il y a des inégalités sociales et qu'il veut réparer cela, ce sera bienvenu. Mais tous les partis de l'opposition aujourd'hui parlent de ces mêmes inégalités, voire cette inégalité criarde entre les extra riches et les extra pauvres. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le gouvernement ou bien beaucoup d'éléments autour d'Alassane Draman Ouattara sont poursuivis par rapport au blanchiment d'argent. Il y a des perquisitions qui ont eu lieu dans la maison de son fils Téné Brahima, ministre de la Défense en même temps et d'autres ministres et un Libanais en France. Ils sont aujourd'hui persona non grata. Ils ont peur de s'y rendre. La justice française avec derrière eux, Soro Guillaume sait, il connaît très bien les rouages de ce vol organisé. Parce qu'il a fait partie essentielle de ce vol. Et donc,
crier depuis l'extérieur qui sera candidat ne saurait nous faire oublier ou bien faire oublier aux Ivoiriens que Soro Guillaume est une partie entière du malheur, du cancer qui ronge la Côte d'Ivoire. C'est sous ses yeux, c'est sous sa primature que toutes ces choses-là se sont installées. Il était président de l'Assemblée nationale également. Aucune loi n'a été votée en ce sens-là pour combattre les inégalités. Donc, Soro Guillaume, pour nous, sa sortie, c'était pour réchauffer ses relations avec ses militants qui, ma foi, s'interrogeaient de sa santé, au niveau de sa santé, au niveau même de sa sécurité. Voici ce que Soro Guillaume a fait, mais réellement, ces propositions, tous les partis politiques sont au courant et ils en parlent dans leur programme. Donc, ce n'est pas vraiment essentiel, ce n'est pas du nouveau. Voilà. Alors, chez Lawson, est-ce une simple vue de l'esprit? Ou alors, faut-il réellement envisager la participation de Guillaume Soro à la prochaine présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire? Lui, il se dit prêt. Il me semble, de tout point de vue, que la déclaration de Guillaume Soro s'inscrit dans ce qu'on appelle la communication politique. Ce n'est pas vraiment, me semble-t-il, une affaire sérieuse. C'est une façon peut-être de, comme l'a dit Sylvain de Bougou, une façon de remobiliser ses troupes, également pour annoncer qu'il reste quand même un acteur important de la vie politique ivoirienne. Son cas n'a pas encore été réglé. Son retour en Côte d'Ivoire, le fait qu'on lui permette ses velléités avec la justice, le fait qu'on lui permette même d'être candidat, c'était quand même des prérequis importants pour pouvoir lui permettre justement de jouer un rôle, en tout cas de servir son ambition personnelle. Donc, je ne pense pas qu'il faille accorder autant d'importance à cette déclaration et il me semble plutôt qu'il faut poser, en tout cas convoquer la grille de lecture sur la gravité, n'est-ce pas, de la situation ivoirienne, la positionner en tout cas comme élément déterminant des grandes plaques tectoniques qui vont bouger dans la sous-région et que la Côte d'Ivoire est au centre, n'est-ce pas, de ces grandes plaques tectoniques. Il faut dire que les déclarations des politiciens ivoiriens autour des élections qui s'en viennent, me semble-t-il, est un peu une façon d'amuser la galerie. La maladie est plus grave que ça. Tous les éléments sur le plan politologique du casus belli il y a de 2011 ne sont pas réglés, en tout cas pas dans leur entièreté. Et donc, on a l'impression que la plupart de la classe politique veulent jouer du bis repetita. Vous voyez, et ce bis repetita, nous savons que quand les vrais enjeux ne sont pas abordés de façon sérieuse, de façon pragmatique, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on craint que c'est la population ivoirienne qui va encore subir un deuxième trauma, puisque le premier trauma n'a pas été évacué, réglé, résolu, et donc dans les stigmas, les conséquences pèsent encore aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont ces éléments du casus belli? D'abord, il faut rappeler que la réconciliation n'a pas encore eu lieu. Les éléments de la réconciliation, que ce soit la vérité, la justice, qu'est-ce qui s'est réellement passé et quels sont ceux qui ont tué, ont blessé, ont martyrisé le peuple ivoirien, eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas toute la vérité sur les massacres, les 3000 morts et toute la souffrance, la croix que la Côte d'Ivoire a subie. Les acteurs de ce massacre, ces acteurs sont encore en présence et d'ailleurs se donnent une santé financière. On a écouté le discours du général français qui a bombardé, qui a reçu la mission de bombarder le palais le palais présidentiel du président Gbagbo, et qui aujourd'hui gère une entreprise qui contrôle le port, l'Homo Nord, et qui même propose la nouvelle stratégie de la France
de faire en sorte que la nouvelle stratégie de présence militaire de la France soit complètement, ne soit plus visible. Voyez? Et donc, il y a cette question qui est au cœur. Alors, est-ce que ces gens-là vont permettre des élections libres et démocratiques en Côte d'Ivoire? Et se poser la question. Donc, la question de la justice aussi n'est pas réglée. On a jugé le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Son ministre Blé Goudé. Mais ceux qui ont commis les crimes, tout le camp Ouattara, tout le camp des rebelles, personne ne l'a encore jugé. Et donc aujourd'hui, on revient au cœur du casus belli. La question de la réparation, ces populations qui sont massacrées, et il n'y a pas encore de réparation. Donc la réconciliation reste complètement un sujet entier, alors que c'est un préalable à une élection apaisé. Oui, vous parlez de réconciliation, M. Chelou Lawson, mais quand on revient, on prend tous les principaux acteurs concernés dans les événements de 2010-2011, on se rend compte que pratiquement tous sont repartis, tous sont en Côte d'Ivoire, sauf Guillaume Soro. N'est-il pas temps pour qu'il rentre, ou du moins que les autorités ivoiriennes prennent les dispositions pour qu'il rentre afin que ce processus de réconciliation soit effectif? Parce qu'on a l'impression que depuis 2010, on tourne en rond. Tout à fait, c'est pourquoi je parle du bis repetita. Vous voyez, c'est le retour, c'est une forme de réminiscence, c'est la hantise, et ce traumatisme revient en boomerang aujourd'hui et plane encore sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi moi je pense qu'il faut sortir de la politique politicienne, sortir de ce faux fuyant démocratique et qui est poser les vrais enjeux, non seulement qui vont permettre une stabilité de la Côte d'Ivoire et partant de la sous-région, mais aussi assurer la sécurité, n'est-ce pas, des Ivoiriens. Jouer autour des élections, eh bien, on a l'impression de refaire le match et nous savons justement les conséquences de cela. Donc, cette stabilité passe-t-elle chez Chelou Lawson par un retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Cette stabilité que vous évoquez passe-t-elle par un retour de Guillaume Soro? Ben, vous savez, Guillaume Soro fait partie du problème. Guillaume Soro ne fait pas partie de la solution, puisque on a vu quand il a été le chef rebelle. Il a assumé politiquement, il a assumé également sur le plan des violences, n'est-ce pas, tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il a été l'un des acteurs majeurs du basculement du pouvoir, puisqu'il était Premier ministre en 2011 quand il y a eu les élections. Donc tout ce qui s'est passé, il fait partie du problème. Alors, est-ce qu'il peut faire partie de la solution? Oui, mais ce n'est pas à lui de conduire, en tout cas d'assumer en termes de rassemblement ou de candidat à l'élection présidentielle. Je pense que le moment n'est pas encore venu pour lui. Il n'a pas, je l'ai toujours pensé, il n'a pas encore fini son chemin de Damas. Le chemin de Damas, je fais référence à Paul qui a massacré les chrétiens et qui a rencontré Jésus. Alors, le chemin de Damas a été le chemin de la réconciliation, le chemin du changement, mais aussi de la conversion. Voilà, ce chemin n'est pas encore, me semble-t-il, abouti à ce point-ci pour se positionner comme celui-là qui va assumer, n'est-ce pas, en tout cas, la tête de la Côte d'Ivoire. Il me semble qu'il y a un chemin à faire. Il a bien commencé, il est sur le chemin, mais le chemin, c'est un chemin long. Il n'y a pas de raccourci pour pouvoir arriver. Le deuxième élément du casus belli, c'est le non-respect de la loi, de la Constitution, de la loi constitutionnelle. Rappelons-nous que cette guerre de 2013, c'est dans laquelle l'ONU s'est impliquée, la communauté internationale s'est impliquée, l'OTAN, c'est pour respecter la démocratie, la loi constitutionnelle. Aujourd'hui, cette loi, et donc le non-respect de la loi est au cœur également de la problématique ivoirienne. Le président Gbagbo a écrit même un bouquin là-dessus. Voyez, et donc, le fait que le président Ouattara ne respecte pas la Constitution, la change en fonction des grés, et aujourd'hui se prépare pour, je crois, un 4e mandat, est au cœur également de la problématique de la Côte d'Ivoire. Et donc, tant que ces éléments ne sont pas respectés, on est en train de ramener sur nous une épée de Damoclès d'un bis repetita de la violence en Côte d'Ivoire. Il y a la question aussi de la géopolitique aujourd'hui qu'il faut intégrer. Le fait d'amener les Ivoiriens à croire c'est vrai que la façon
dévolu de prendre un pouvoir dans un pays, ce n'est pas les élections. Mais cette élection, eh ben, c'est un chèque en blanc auquel la France-Afrique a dérobé tout le contenu, n'est-ce pas, du compte bancaire démocratique. Et donc, on ne permet pas aux populations de choisir leur leader. La gouvernance, n'est-ce pas, n'est pas au cœur, c'est la corruption, on vient de l'évoquer, c'est la violence, c'est l'imposition de la volonté, n'est-ce pas, de la France. Donc, les élections sont tout simplement la poudre aux yeux d'une certaine manière. Et c'est pourquoi l'opposition ivoirienne doit changer de démarche, de stratégie et comprendre qu'il faut régler les fondamentaux d'abord. Il faut remobiliser le peuple ivoirien, être le seul aujourd'hui. Sa remobilisation, sa détermination à assumer sa souveraineté est au cœur de tous les enjeux. Mais quand on amène le peuple à croire à une genre de comédie musicale, n'est-ce pas, assortie de souffrance et de violence qu'est les élections, eh bien, on se trompe sur toute la ligne. Donc, il va falloir revoir les stratégies. Les stratégies passent par, évidemment, la démarche politique, l'offre politique et aussi les acteurs qui doivent assumer cette démarche-là. Ne pas croire que nous sommes dans un écosystème démocratique où chaque parti va faire ses propositions, son projet, on va faire un débat, projet comme projet, et à la fin, eh bien, le peuple va pouvoir choisir. Ça, c'est ce qu'on nous vend, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ça se décide ailleurs. Et donc, la France est au cœur de ça. Et c'est le dernier élément que je veux ajouter, c'est la géopolitique. Vous voyez, pour sortir, M. Ché. Basculement, tout le déplacement des plaques tectoniques dans la région, où la France est chassée au Sahel et qui, quelque part, veut s'accrocher, n'est-ce pas, à ces... je dirais, à ces cathédrales politiques qui ont déterminé depuis l'indépendance sa présence en Afrique, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et donc, nous savons aussi qu'il a repris le pouvoir par la guerre, par la violence. Et donc, la France n'entend pas quitter facilement l'échiquier politique ivoirien. Et de ce point de vue, il va falloir que la classe politique, le peuple ivoirien en prenne conscience pour pouvoir montrer la porte à la France. Sinon, la France sera encore derrière ces petits jeux et tout ça pour blaguer les Ivoiriens et imposer sa volonté d'avoir toujours le contrôle, la même mise sur la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut vraiment poser les fondements de changement réel et profond et le peuple, les politiciens doivent parler aux Ivoiriens pour leur faire comprendre les enjeux, que le peuple se mobilise sur un seul leitmotiv, un seul mantra, n'est-ce pas, la libération de leur pays. Et à partir de là, ensemble, toute la classe politique mobilisée oublie donc le combat de qui va être président, qui va être candidat, etc., se mobiliser sur les fondamentaux pour sauver leur pays des griffes de l'OTAN, des griffes de la France-Afrique et surtout de toutes les manœuvres que la France met en place toujours de façon cachée, de façon sibylline, d'une crypto-démarche pour noyer les Ivoiriens dans une nouvelle forme de colonialité. Donc, c'est tous ces éléments qui doivent guider, n'est-ce pas, le leadership politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire et amener les Ivoiriens à se libérer justement de cette domination. Toute la question électoraliste, des projets, de tout ce qu'on sert dans le discours politique, me semble-t-il, un peu comme de la poudre aux yeux. Les vrais enjeux sont ailleurs. Et moi, j'ai confiance au peuple ivoirien qui va se mobiliser, va se lever comme un seul homme pour dégager cette France-Afrique maintenue par la France à travers le régime de Ouattara et également à travers toutes les manœuvres qui sont mises en place justement pour endormir les Ivoiriens et faire semblant qu'il y a une élection qui s'en vient, mais en réalité, il n'y a rien, ce n'est que la poudre aux yeux. Merci à vous, Ché Loulosson. Alors, il y a un autre fait intéressant qui ne nous a pas échappé, Patient Parfendom, dans son discours, son intervention, annonçant sa candidature, il ne manque pas de remercier au passage 3 dirigeants africains, grâce à qui il a pu faire son retour en Afrique. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, le président du Mali, le général d'Arbé Assimi Goïta, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. C'est quoi le projet? Est-ce au moins une pression sur le pouvoir d'Abidjan? Non, ce n'est pas un moyen de pression pour le pouvoir d'Abidjan. Soro n'en a plus. Il ne faut pas non plus qu'on se mette à trop rêver sur les capacités de Guillaume Soro d'influencer la scène politique ivoirienne. Il n'en a plus du tout.
Tout être bien portant est un malade qui s'ignore, disait l'autre. Il n'a plus de pression, mais il ne compte plus. Il compte rester présent tout de même. Il compte plutôt, il tente de faire la cour à ces dirigeants de l'AUS comme en se présentant comme leur meilleur allié dans la scène politique ivoirienne. Vous m'avez coupé tout à l'heure en disant tout être bien portant, disait le grand maître, était un malade qui s'ignore. Je pense qu'il gagnerait beaucoup plus d'abord à s'occuper de sa propre santé, parce qu'il n'est pas en bonne santé. Je ne suis pas en bonne santé évidemment, mais lui, je crois que c'est plus que visible. Donc, tout le jeu que Soro essaie de mettre là en avant pour donner l'impression d'être celui qui sera à même de mieux articuler une certaine diplomatie ivoirienne qui serait favorable à l'AUS parce qu'il est leur homme, parce qu'il les connaît depuis un peu très longtemps, parce que quand il était dans sa position de rebelle contre l'État ivoirien, il avait ce pays comme base arrière et il estime qu'un certain nombre de dirigeants militaires il a eu des relations plus ou moins conviviaux avec eux. Je crois que Soro se trompe totalement d'attitude à avoir dans le contexte actuel. Thiaw Loulanson a dit quelque chose de très important. Très important. À quoi servent les élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans une bonne partie d'ailleurs de certains pays africains? Si ces élections n'ont pas pour vocation de décrocher complètement l'Afrique entre les mains de l'impérialisme occidental, c'est tout. Parce que le tout n'est pas de dire on va aux élections, mais c'est pour faire quoi? Quand on voit les Tidjam Tian, n'est-ce pas ils sont porteurs. Là, on a le cas de Guillaume Soro. Il parle d'un projet axé sur le monde paysan. Vous parlez de Tidjam Tian. Il vous dit que lui, il rêve d'être le dirigeant d'une Côte d'Ivoire qui entretiendrait des relations apaisées avec tous les pays africains, en particulier les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les voisins. Chacun cherche à décliner sa vision progressivement. Patient Parfum d'Homme via un projet de société, peut-être pas bien ficelé, mais tout de même qui donne certaines orientations ou tout du moins certaines articulations. Non, Baudelaire, non, mon cher ami. Vous êtes un modérateur panafricain de très haut niveau. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal. Comment ça, Patient Parfum? Mais non. La Côte d'Ivoire est balafrée depuis 2010-2011 par une attaque violente de l'impérialisme contre la souveraineté ivoirienne. La Côte d'Ivoire est dans un coma historique. Il faut sortir la Côte d'Ivoire de ce coma historique. Et pour le faire, il faut que ceux des acteurs qui ont contribué au premier plan, comme c'est le cas de M. Soro, à enfoncer la Côte d'Ivoire, à vendre, à être de véritables prospecteurs de négriers du peuple ivoirien à l'impérialisme occidental. Maintenant qu'ils estiment, tout à l'heure, Thiaw Loulanson a pris comment dire ça, le truc de Saul qui fait son chemin de Damas. Maintenant qu'ils estiment qu'ils opèrent leur chemin de Damas, ça veut dire qu'ils prennent ce chemin de pénitence pour demander pardon à leur peuple pour les fautes qu'ils ont commises. Mais à partir de ce moment-là, les fautes commises par eux, à partir de ce moment-là, ils doivent avoir notre attitude. Que l'attitude de venir dire, je suis là, je suis à votre service, écoutez, si je suis président demain. Mais non, parce que tellement balafré, les morts qui n'ont pas encore reçu de sépulture, des villages entiers qui sont complètement devenus autre chose. Des gens qui ont été chassés de leur village, de leur plantation, de leur maison, des comptes bancaires qui ont été bloqués, des gens qui sont morts sans avoir la capacité de se soigner parce que le gouvernement, le régime Ouattara le leur a empêché. Des gens qui sont toujours en prison, je le rappelle. Des gens qui sont toujours en prison depuis cette crise-là. Des espèces de tontons macoutes qui continuent de cumer certaines villes, dont Abidjan, en Côte d'Ivoire, kidnappant les gens, les amenant à des lieux méconnus de tous. Voilà la Côte d'Ivoire que Soro a contribué à créer et aux autres. Donc je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal. Tout ce que la Côte d'Ivoire devait faire aujourd'hui, honnêtement, pour être honnête, c'était de dire, oui,
nous savons ce que nous avons créé comme tort, causé comme tort à ce peuple. Tout ce que nous devons faire, c'est de lui rendre sa dignité. C'est de lui rendre sa liberté. C'est de lui rendre son indépendance. C'est de lui rendre sa souveraineté. Et là, ils viennent comme des petits soldats du peuple qui viennent faire pénitence, qui demandent pardon. C'est l'approche qu'il faudrait adopter aujourd'hui. Et qui doivent contribuer à construire justement ce nouveau cadre, j'ai dit cette nouvelle vision, cette nouvelle réalité pour permettre à la Côte d'Ivoire de redevenir elle-même et de déclencher dans le processus de justice, de réconciliation, j'allais dire de vérité, par la vérité, processus de vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu plus de 20 000 morts en Côte d'Ivoire? De justice, que justice soit rendue, parce que, évidemment, il n'y a que ceux du camp du président Laurent Gbagbo qui ont été violentés, condamnés, embastillés, tout ce que vous voulez. Oui. Et enfin, de se réconcilier. Parce que la vie des hommes, même quand on s'est affronté, même quand on s'est haï jusqu'au nous furieux, nous avons pour vocation pour le lendemain de pouvoir toujours nous réconcilier. C'est ça qui fait l'humain. C'est ça qui fait aussi la force de l'Africain, la réconciliation. Mais là, nous sommes dans un espace où il n'y a ni vérité qui a été finalement acquis, ni réconciliation possible. On continue de brimer les gens et sans parler d'une quelconque justice. À vous écouter, il n'y a aucune crédibilité accordée à certains acteurs politiques ivoiriens aujourd'hui patient par fin d'homme. Tout comme à ce processus électoral qui se dessine, pour vous qui ne serait qu'une simple mise en scène aujourd'hui pour pérenniser un système. Mais vous vous souvenez, sur d'autres cieux, j'étais vent debout pour dénoncer cette horreur. Comment vous pouvez penser, parce qu'il y a des revendications, il y a des protestations, quand à l'organisation des élections, bien des référendums, bien je ne sais quoi, on laisse qu'on agresse une partie qui manifeste pacifiquement, on tranche la tête d'un jeune manifestant et on se sert de sa tête comme ballon de football. Moi, je disais même que cette affaire de football, c'est quelque chose de je ne sais pas comment dire, la Côte d'Ivoire même seulement sur le plan du karma, ne devait même pas remporter cette CAN. Uniquement pour ça, si les choses étaient vraiment logiques. Parce que c'est incroyable. Et que ce soit un silence de cimetière, que ce soit au niveau de l'UMOA, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de l'ONU, que les gens trouvent que c'est un fait banal. C'est pour ça que je dis que pour les Occidentaux, la question même de la valeur, et surtout la valeur de la vie de l'homme africain, n'est pas située, n'est pas au même diapason que la leur. Parce que si c'était chez eux, les journaux auraient fait teinter cette casserole jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais depuis là, c'est presque passé par perte et profit. Donc je dis, pour sortir aux gens comme Guillaume Soro, votre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'être au devant, de dire je peux, de dire je vais. Votre rôle, c'est d'être des soldats de la Côte d'Ivoire. Être à l'intérieur du groupe, faire ce travail de phobie, si vous pouvez mobiliser les gens, les mobiliser dans le sens de donner la chance et l'opportunité d'abord de créer une véritable organisation qui va mettre fin à la dictature du régime Ouattara. Maintenant que la sous-région s'est beaucoup modifiée et que la géopolitique internationale, elle aussi, n'est pas la même. Comment vous étiez en train de prendre le pouvoir dans le sang, comme tout le monde le sait. Mais deuxièmement, donner la possibilité à celui-là qui est en capacité de restituer cette vérité historique et de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails, autant pour moi, de ce qu'on peut appeler la liberté. Et la seule personne, à mes yeux, aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous avons vécu, c'est Laurent Gbagbo. Tout le reste, c'est de bavardage, c'est d'aller essayer de faire du baratin aux gars de l'AIS en leur disant oui, je suis là, je suis votre ami, je sais vous remercier, etc. Non, au contraire, il devait jouer le rôle. Voilà. Il devait jouer un rôle important auprès des gars de l'AIS en leur disant apportez tout votre soutien à Laurent Gbagbo parce que c'est là, c'est à ce moment que même les autres peuples du monde comprendront que, attention, l'Afrique d'hier, où les Occidentaux nous avaient programmé pour oublier, n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui, parce qu'enfin, on a beau crever les tam-tams et les tambours, la musique a continué de trotter dans nos têtes et nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes capables de la chanter nous-mêmes. C'est cette musique
de cette terre de liberté, c'est cette terre de souveraineté, mais surtout cette terre de fraternité par le biais d'un véritable processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci à vous, patient parfum d'homme. Une candidature peut en cacher une autre, celle du président du PDCI qui n'est pas encore officielle. Tidiane Tiam, lui, se voit déjà dans la peau d'un dirigeant d'une Côte d'Ivoire qui entretiendrait des relations de coopération plutôt apaisées, fraternelles avec les pays voisins. L'annonce, ou du moins, c'est l'essentiel à retenir de façon générale, Sylvain Gbagbo, de son discours de Nouvel An, le président du PDCI, entre autres, engagé dans une dynamique de préservation des relations fraternelles, respectueuses et apaisées avec l'ensemble des pays de la sous-région. Alors, est-il en train de s'inscrire en rupture avec la diplomatie actuelle de la Côte d'Ivoire? Est-ce un message que Tidiane Tiam envoie à l'AES de façon générale? C'est vraiment malheureux de voir ce genre de discours en fin d'année. Monsieur Tidiane Tiam, au moins dans 2 sorties en France, disait qu'il devait, en tout cas, qu'il devait tout à la France, que c'est la France qui lui a tout donné. Il n'a même pas souligné le fait qu'il ait fait l'école en Côte d'Ivoire avant d'être envoyé en France sur la base de bourses étrangères ou bien de bourses de la présidence, parce que son père, Amadou Tiam, était ministre de l'information sous Houphouët-Boigny pendant toute sa vie. Mais le fait qu'il ait étudié en France et continué ses études en France, trouver du travail en France, il dit qu'il doit tout à la France. C'est comme si aujourd'hui, je me levais et rejetais tout ce que j'ai mangé comme un dollar, en tout cas au Cameroun, et du foutu en Côte d'Ivoire. Et je dis, tout ce qui m'a fait grandir, c'est les pommes de terre que je mange en Angleterre. Je dis que c'est très, très malheureux de la part des Africains qui veulent diriger l'Afrique. Sinon, son discours, nous disons que Tidiane Tiam, pour nous, c'est peut-être qu'il ne va pas prendre des armes, mais sinon, Tidiane Tiam, c'est Alassane Dramane Ouattara au pays. Voilà, c'est simplement le remplaçant d'Alassane Dramane Ouattara, le renouvellement d'Alassane Dramane Ouattara. Le système va continuer si ce monsieur arrivait un jour au pouvoir. Et il faut souligner un fait en Côte d'Ivoire. Il y a, je pense aussi dans d'autres pays en Afrique, il y a 2 situations culturelles. Par exemple, le patriarcat et le matriarcat. Les partisans de Tidiane Tiam aujourd'hui le présentent comme un Ivoirien. Je ne voudrais pas vraiment m'atteler sur ça, mais il faut souligner ce fait très, très, très essentiel. Comme quoi, sa maman est ivoirienne, c'est son village ou bien on peut dire son pays maternel, donc du coup il devient ivoirien. Non, il faut préciser aux Ivoiriens. Sa mère, c'est elle qui a pour mère un élément ou bien une femme de la famille de Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc lui, il est de la 2e génération. Et dans sur cette scène de matriarcat, ce n'est pas lui qui va hériter. S'il y avait héritage, ce n'est pas lui qui va hériter directement. C'est sa mère qui doit hériter. Et donc, pour les candidatures, c'est sa mère qui pouvait même être candidat. Parce que les gens sont en train de confondre les choses. Sinon, son père Tiam, il est sénégalais, sa mère est sénégalaise du côté de son père. Voilà ce qu'il faut dire, en tout cas, aux Ivoiriens. Sinon, son discours, lorsqu'il veut, il dit qu'il fait, en tout cas, lorsqu'il fait un clin d'œil au pays de l'AES, est-ce que Tidiane Tiam, aujourd'hui, est prêt à tourner la page ou bien le dos à la France? Voici la question essentielle. Il ne peut pas. Est-ce qu'il est prêt à tourner le dos au bail de fonds de la France, de l'Angleterre et des États-Unis? Non. Il a des dossiers sales, que ce soit depuis Prudential en Angleterre, que ce soit en Suisse, un peu partout. Ce n'est pas, on nous le présente, on le présente à toute l'Afrique comme le technocrate qui va sauver le monde entier ou bien toute l'Afrique. Non,
il y a des dossiers d'espionnage, il a fait de l'espionnage et ces dossiers sont sur son dos. Donc il faut venir en Côte d'Ivoire, vendre tout à ces gens-là qui pourraient le poursuivre. Un jour, c'est le cas de Denis Bou du Nigeria, qui, ma foi, a des dossiers sales aux États-Unis. Et donc, il faut soutenir à bras le corps pour le maintenir là. C'est la même chose. Tidjane Thiam ne peut vraiment pas tourner la page ou bien le dos à la France, parce que c'est la France qui veut le mettre à la place de Dramane Ouattara, qui est de plus en plus contesté. Et donc, le PDCI devra faire très attention, parce que Tidjane Thiam qui vient ne vient pas pour travailler pour les Ivoiriens. Tout simplement, il fera un peu de vernissage, donner l'impression qu'il y a la paix, et le PDCI donner l'impression qu'il y a la paix, mais c'est pour cela, aujourd'hui au PDCI, il y a plusieurs contestations. Il y a plusieurs contestations qui disent qu'ils l'ont imposé comme le leader de ce parti. Son discours, c'est simplement de la poudre aux yeux. Et je pense que les pays de l'AES sont prêts à réagir ou bien à le suivre dans son élément, dans ses agissements. Sinon, pour parler de réconciliation, oui, c'est un commerçant, c'est un banquier, et donc s'il faut sauvegarder des relations d'échange, cela est normal. Tout président normal qui prendra la Côte d'Ivoire voudra vraiment vivre en paix. Un président normal voudra vivre en paix avec les pays d'à côté, ses voisins, pour commercer. Sinon, ce n'est pas parce que Tidjane Thiam va prendre une politique radicale qui va renvoyer la France en France. Non, comme on le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où on nous parle de rétrocession, rétrogradé, ou n'importe quoi, tous les thèmes possibles du camp militaire français à la Côte d'Ivoire. Non, nous disons que c'est du remplacement d'une couleur de peau par une autre couleur de peau. Ce sont des Français à la peau noire, des militaires français à la peau noire qui viennent remplacer les militaires blancs français qui sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que la France veut faire avec Tidjane Thiam, qui fait son discours. C'est normal qu'il fasse son discours, mais pour nous, il ne nous inspire pas confiance. Les Ivoiriens devraient vraiment faire attention pour quelqu'un qui, à plusieurs reprises, a fui, qui avait même décidé de ne plus jamais faire la politique lorsque Bédi avait été renversé en 1999, et donc, du coup, qui revient et qui paye d'un coup ses cotisations dans son parti pour que son parti le mette devant à la direction, à sa direction. Nous disons que Tidjane Thiam n'a qu'un seul objectif, devenir président coûte que coûte, comme Soro Guillaume également, mais devenir président à quel prix? Toujours servir la France, à qui, selon lui-même, ses propres mots, à la France à laquelle, du moins, il doit tout et rien d'autre, voilà, à un autre pays. Merci à vous. Dans quelques instants, nous irons au standard où Mme Fromager nous attend. Elle va devoir patienter encore un tout petit peu. Le temps pour nous d'évoquer, bien sûr, cette crise diplomatique qui s'accentue de plus en plus entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, avec le rappel du personnel burkinabé du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, chez Lawson, Tidjane Thiam dit vouloir entretenir des relations apaisées avec les pays voisins, et la question que tout le monde se pose est celle de savoir, peut-il être considéré comme un interlocuteur fiable dans un contexte de tension permanente? Vous savez, les conditions ne sont pas réunies pour l'instant en Côte d'Ivoire pour nous servir ces discours de politique, de projets politiques des leaders des partis politiques pour les élections présidentielles. Il faut noter cela. Le deuxième élément que je voudrais quand même souligner, mettre en relief, c'est que la guerre la plus violente faite à l'Afrique contre la souveraineté des Africains, la volonté des Africains du panafricanisme de se libérer va se dérouler en Côte d'Ivoire, puisque la France n'entend pas lâcher son dernier carré
Et donc, ils vont déployer toutes les formes, n'est-ce pas, de ruse, de violence pour maintenir la Côte d'Ivoire sous leur férule. Et donc, il va falloir comprendre cet enjeu important pour sortir de ces discours politiques qui blaguent la galerie, pour poser les vrais enjeux. Et vous savez, l'histoire, dans cette compréhension de l'analyse politique, il faut toujours se référer à l'histoire. Il faut se rappeler que la Côte d'Ivoire nationaliste, PDCI, RDA, qui était engagée pour le panafricanisme, pour faire en sorte que la France voulant morceler, n'est-ce pas, l'AOF, ces leaders panafricains voulaient un bloc pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à assumer la souveraineté de l'Afrique. Eh bien, qu'est-ce que la France a fait? Elle a fait recours à la violence. Rappelons-nous de ce leader nationaliste Jean-Baptiste Moquet, qui a été assassiné, qui a forcé justement le président Félix Houphouët-Boigny à devenir un France-Africain. Il avait le choix soit de mourir, de se retrouver en prison, ou, n'est-ce pas, d'accepter cette volonté de la France de faire de la Côte d'Ivoire une terre d'outre-mer. Et donc, ça a marché. Rappelons-nous encore, dans les années 90, c'est le président Laurent Gbagbo qui a porté ce combat panafricain, ce combat nationaliste. Tout a été fait pour l'empêcher d'arriver au pouvoir, mais quand il a réussi par la force des choses, vous avez vu qu'en 2011, ce qu'on a monté contre lui, n'est-ce pas, pour lui arracher cette liberté, donc aux Ivoiriens. Et donc cet enjeu va encore se rejouer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Fondamentalement, il s'agit pour la Côte d'Ivoire d'être libre ou de rester encore sous la férule de la France. Et donc, tout est mis en place. Il y a des leaders qu'on essaie de monter, il y a tout un discours, il y a de la ruse politique, de la communication, mais fondamentalement, c'est l'enjeu de souveraineté qui se joue. Heureusement que nous avons un grand leader qui a compris cela, le président Laurent Gbagbo, et qui porte justement tous les fondamentaux, que ce soit au niveau de la monnaie, du franc CFA, que ce soit au niveau de la souveraineté, que ce soit au niveau justement de l'industrialisation ou encore du contrôle des ressources de la richesse de la Côte d'Ivoire, et donner les éléments de liberté, les éléments politologiques de liberté et de démocratie aux peuples ivoiriens. On a vu comment il a assumé, n'est-ce pas, ce combat, que ce soit sur le plan international, mais également sur le plan national. Donc aujourd'hui, je pense que de façon stratégique, il faut que la classe politique comprenne ces enjeux, se mobilise autour de ce leader charismatique pour dire au peuple, pour chanter, n'est-ce pas, pour donner le mot d'ordre absolument nécessaire en ce moment-ci au peuple ivoirien. Et je crois que c'est Karl Marx qui l'a dit dans une citation: il faut chanter aux masses, pétrifier leurs propres chansons pour les mettre en mouvement. Aujourd'hui, il s'agit pour le peuple ivoirien de se mettre en mouvement, ou encore l'autre citation de Karl Marx qui dit qu'il faut rendre l'oppression plus oppressive en ajoutant à l'oppression la conscience de l'oppression. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent prendre conscience de toute l'oppression qui leur a été faite. D'abord sur le plan économique, la dette qui a été multipliée par 5, aujourd'hui on parle de 30 000 milliards de dollars que Ouattara, l'économiste entre guillemets du Fonds international ou de la Banque mondiale, a créé pour la Côte d'Ivoire, un poids énorme pour les générations à venir. La question du respect de la Constitution, la question justement du fait que la France ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire, qui a le contrôle de son port, le contrôle de ses bases militaires, mais qu'on veut déguiser en sous forme de les invisibiliser de façon à tromper la vigilance des Africains. Tous ces enjeux-là, le peuple ivoirien doit faire confiance et aussi prendre conscience également de son rôle, n'est-ce pas, qu'il va jouer dans la sous-région pour redonner les lettres de noblesse, n'est-ce pas, à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi partant à toute l'Afrique. Et donc, le fait que tous ces éléments sont en jeu aujourd'hui, eh bien, il me semble qu'il va avoir l'heure juste.
il va avoir une vision claire des choses. Il faut ne pas se tromper dans cette petite politique de mouchoir qu'on veut faire jouer en parlant d'élection, une façon de légitimiser le plan, n'est-ce pas, de la France-Afrique pour continuer toujours par piller ce pays, ce beau pays qui est au cœur justement de toute la démarche, n'est-ce pas, de toute la volonté de puissance en termes économiques, en termes agricoles, en termes industriels, mais aussi de servir de locomotive, n'est-ce pas, à la sous-région et à l'ensemble du continent africain. Donc c'est un enjeu qui se joue là-bas, c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. Il ne faut pas se tromper justement sur ces éléments importants pour mieux, je dirais, structurer la démarche politique, la stratégie politique, avoir une pensée politique, un imaginaire politique. Voyez-vous, si on n'est pas rendu à cela, on est un peu dans ces brisbilles, n'est-ce pas, de politique politicienne, et ça trompe le peuple. C'est ce qui amène les peuples à se désolidariser justement de cette démarche des politiciens qui jouent que leur propre ambition, leur volonté d'être au pouvoir. Mais être au pouvoir, pourquoi et pourquoi faire, c'est la grande question qu'il faut se poser. Donc, me semble-t-il, la candidature de M. Thiam n'est pas à propos pour l'instant, puisque le PDCI a joué un rôle dans la situation actuelle, et donc le chemin du Damas doit également s'imposer à eux. On a vu que sans leur soutien au président Ouattara, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Et donc, il me semble qu'il faut tirer toutes ces leçons de ces erreurs qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans cette forme de colonialité, de colonialisme, pour comprendre qu'aujourd'hui, si on veut vraiment tourner la page, créer les conditions de vraie réconciliation, de relance de la Côte d'Ivoire, de paix et de justice, eh bien, le parti PDCI doit aussi faire son chemin de Damas et faire en sorte aujourd'hui qu'une forme de justice politique, de justice économique, de justice sociale, de justice réparatrice soit posée, et cela, ça doit se traduire dans la démarche des hommes politiques, notamment les leaders de PDCI. Sinon, venir aujourd'hui pour dire ben, c'est nous, tout simplement parce qu'on a fait les grandes banques et tout ça, c'est une façon de s'inscrire dans une continuité de la France-Afrique, de la volonté des Occidentaux qui veulent rester derrière, tirer des ficelles et croient qu'ils sont plus intelligents que les Africains. Il suffit seulement de jouer sur leur ambition personnelle, sur leur égo politique, tout simplement, pour contrôler un pays. Il me semble que cette page est tournée. Les Africains sont plus éveillés aujourd'hui que jamais. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, du peuple africain. De ce point de vue, on ne peut plus accepter ce petit jeu qui trompe la galerie. Voilà ce que je pense fondamentalement sur la question. Il me semble que la démarche dynamique, le cœur du réacteur est dans les mains du peuple ivoirien, qui doit se lever comme un seul homme pour montrer la porte à toutes ces manœuvres, en tout cas dilatoires et rédhibitoires, qui mettent en danger l'avenir de tout un peuple. Merci à vous, chez Lolosson. On va cette fois écouter les avis de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Candidature de Guillaume Soro à la prochaine présidentielle, ou encore l'approche de réconciliation prônée par Tidjam Thiam. On rappelle qu'il n'est pas encore officiellement candidat de son parti à la prochaine présidentielle. Tidjam Thiam. Madame Fromager, vous avez patienté au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur Parfendum. Bonsoir. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. En veste bleue. Je salue mon compatriote. Je suis madame Fromager, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, tout d'abord, je vais parler de Soro Guillaume. Après, je vais parler de Thiam. Alors, moi, Soro Guillaume, je ne sais pas si c'est sur Afrique Média ou bien sur Facebook. J'avais dit que je pardonne à Soro Guillaume. J'avais dit ça. Pourquoi j'ai dit que je pardonne à Soro Guillaume? Parce que tout ce que Soro Guillaume nous a fait subir en Côte d'Ivoire a fait que j'avais une haine
Quand je vois Soro Diom, c'est-à-dire que j'ai mon cœur qui palpite. Ça peut me rendre malade, la haine que j'avais pour Soro Diom. Et pour ne pas me rendre malade, j'ai décidé de lui pardonner. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Et comme je n'ai pas oublié, je vais dire ce que je pense ce soir. Soro Diom, sa place, ce n'est pas d'être un président. Sa place, c'est en prison. Soro Diom doit aller en prison. Et puis dire là-bas, pourquoi est-ce que lui, Soro Diom, il a pris les armes avec les étrangers, venir tuer ses parents. Sa place est en prison. Sa place, ce n'est pas d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Il va gouverner qui? Soro Diom va venir gouverner qui? Il va gouverner qui? Les Ivoiriens qu'il a fait tuer hier? C'est ceux-là qui va venir gouverner? Mais il ne faut pas qu'il... En fait, Soro Diom, son discours, un discours creux, mais en fait, il fait ça pour ses amis. Hein. Ceux qui luttent encore pour lui, là, c'est à ceux-là qui veut faire plaisir pour montrer à ceux-là que lui, Soro Diom, il est encore là, il a encore de la force. C'est tout. Sinon, Soro Diom ne peut plus rien faire. Il n'est plus rien. C'est un prisonnier ambulant. Les gens de l'AES, hier, ils ont aidé Soro Diom. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, même celui du Niger, il était, je crois, le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire ici. C'est eux qui nous ont massacrés. Assimi Goïta, ils étaient au front contre la Côte d'Ivoire. Ils sont redevables à Soro Diom. Et comme c'est leur ami qui est dans des problèmes, ils sont humains. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont devenus des panafricains qu'ils ne vont pas accepter celui avec qui ils étaient hier pour tuer les Ivoiriens. Donc, ils l'ont accepté, il est là-bas. Mais il ne représente rien au niveau de l'AES. Lui, il peut faire quoi? Donc, tout ce que Soro Diom dit, c'est une manière de dire à ses amis, je suis là, je peux en faire quelque chose. Sinon, rien du tout. Moi, c'est que le conseil que je peux donner à ce monsieur-là, cet orgueilleux qui est là, parce que Soro Diom qui est là, il ne regrette pas le fait qu'il ait tué les Ivoiriens. Parce que les dates de ces crimes, quand ça arrive là, Soro Diom est fier de dire que c'était une révolution normale. Soro Diom est fier de dire que ce combat-là était une occasion pour que ceux du Nord qui étaient persécutés... Sur le cas Tidiane Thiam, Madame Fromager. Alors que c'était faux, tout ce que Soro Diom avait dit. Donc Soro Diom... Sur le cas Tidiane Thiam, allez-y. Regardez-le comment il est. Quelques petites interruptions avec le retour de Madame Fromager. Alors, nous l'avons toujours ou alors elle est partie? Enfin quoi, la réalisation, on reste au standard, je pense qu'on va rester... Oui, le cas Tidiane Thiam. Voilà. Pour Tidiane Thiam, ce que je peux dire, Tidiane Thiam, en fait, il ne faut pas qu'il pense que nous sommes idiots. Hein. Nous ne sommes pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. Tidiane Thiam, c'est Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, je suis là. Hein. Je suis là. Le cas Tidiane Thiam, c'est quoi? Tidiane Thiam, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tidiane Thiam, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vous comprenez? Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Tidiane Thiam, la France veut juste remplacer Alassane Ouattara. Et donc, en fait, c'est la politique. Hein? Il dit ça pour tromper ceux qui sont naïfs. Quand il dit oui, lui va apporter la réconciliation au niveau de l'AES. Mais quelle réconciliation? Lui, son parti, même ce n'est pas un parti de paix. Ils nous chantent tous les jours qu'ils sont un parti de paix, mais ils ne sont pas un parti de paix. Ceux-là, le massacre des Guébiers, c'est le PDCI. Le massacre des Sanouis, c'est le PDCI. Sous le PDCI, il y a des intellectuels qui sont morts. Le PDCI a pactisé avec la rébellion de Soro Diom pour massacrer les Ivoiriens. Donc le PDCI n'est pas un parti de paix ni de réconciliation. Tidiane Thiam, il a fui, d'abord il n'est pas ivoirien. Sa mère est sénégalaise, son père est sénégalais, sa femme est française. Tidiane Thiam, s'il vient là, il va faire pire que Ouattara. Mais attendez, mais voilà. La Côte d'Ivoire est une poubelle, quoi. Pour sortir, Madame Fromager. Quand on est fatigué,
c'est en Côte d'Ivoire qu'on devient président. Mais pourquoi il dit qu'il a l'argent? Mais pourquoi il n'a pas construit les hôpitaux, les écoles? Il n'a pas, en tout cas, développé la Côte d'Ivoire avec son argent qu'il a. Et il attend d'être président pour faire tout ça. Tidiane Thiam qui part gouverner le Sénégal, c'est tout. En Côte d'Ivoire, un Burkinabé s'élève, il veut devenir président. Un Sénégalais s'élève, on n'a pas d'Ivoirien ici. Bon, je vais m'arrêter là pour laisser les autres parler. Merci à vous, Madame Fromager, merci pour votre contribution. Zerfel, vous nous rejoignez également. Bonsoir à vous. Pour commencer, je vais saluer mon doyen et lui souhaiter bonne heureuse année et beaucoup de santé, surtout. Et mon frère qui est de l'autre côté aussi, Sylvain, bonne heureuse année, que la lutte continue pour que ce continent puisse être libéré par ses profits et pas par les choses de la sous-préfecture. Et je salue tous les techniciens, vous-même les journalistes, je vous dis bonne heureuse année, que vous continuez à travailler vraiment comme ça se doit, comme vous l'avez fait toujours. Je vous souhaite bonne heureuse année, beaucoup de santé, hein, beaucoup de santé. L'argent, ça vient après, mais c'est la santé d'abord pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais maintenant, je vais parler de Soro. Parce que madame, j'ai oublié même madame Yao, je vous souhaite aussi une bonne heureuse année, sans oublier madame Tissé. Vous avez toujours combattu pour tout ce que le temps dure, vous étiez toujours à la partie technique, vous n'avez pas toujours baissé les bras. Je vous souhaite beaucoup de santé et de fer. Maintenant, ce qui est Soro, la dame, elle a tout dit, quoi. À ce Soro, moi, je ne sais pas pourquoi, il est en train de se muscler tous les jours pour dire qu'il va être président. Parce que, je pensais que si c'était un autre président qui était là, est-ce qu'on allait le nommer Premier ministre ou ainsi de suite? Non. Parce que le président Gbagbo, lui, il cherchait quelque chose pour qu'il y ait la paix. Donc, le moment où le monsieur lui faisait ça, eux, ils ont déjà préparé leur coup, qu'ils devaient le déposer quelque part, le torturer, peut-être le tuer, mais Dieu n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, c'est lui maintenant qui est en train de raser les murs dans tous les pays pour qu'ils puissent dormir. Alors, tu es là dans ce pays, regarde comme il a maigri. Regarde tout ça. Il est malade. Va te soigner. Au lieu de dire que tu as venir diriger les Ivoiriens. Après avoir massacré les Ivoiriens, toi, vraiment, l'orgueil là, tout le monde est orgueilleux, hein? Mais on met, c'est-à-dire qu'on essaie de camoufler cela. Alors donc toi, ne dis pas que parce qu'on t'a mis là, parce que tu as des diplômes ou tu as l'intelligence, on t'a vu sur un panel, on t'a posé des questions, tu n'es même pas, étant Premier ministre, on te pose des questions, tu n'es même pas capable de répondre. Pour toi, il faut être à la tête de la Côte d'Ivoire, tout simplement c'est ça. C'est ton idée. Mais ça, là, ça ne passera pas. C'est tes mentors qui te suivent partout, de gauche à droite, pour te dire. Parce que le président Gbagbo dit, viens là, ça ne veut pas dire que lui, il va te protéger. Hein. Tout simplement, il ne veut pas voir les Ivoiriens à l'étranger. Et hors de leur pays, c'est tout. C'est pourquoi il parle de toi. Sinon, ce n'est pas toi, un politicien. Tu n'es rien. Parce que tout le monsieur, il a voulu tout simplement aider la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi pour cesser la guerre, pour que nous enseignions, pour développer ce pays-là. C'est à cause de ça. Sinon, tu n'es rien. Maintenant, je vais passer rapidement au Tiam. Madame Fromager, elle a tout dit. Parce que Tiam, aujourd'hui, quand il parle même pas de choses de la monnaie. Il parle, comment dirais-je, je sais pas, quand il fait ses discours, il pense qu'il est un plateau de réunion, de choses des économistes ou des banquiers. Mais quand il parle, il faut parler en français que les Ivoiriens peuvent comprendre, ou des paysans qui sont au fond de la forêt, ils peuvent comprendre ce que tu dis. Moi, je ne sais pas. Si c'est choses, comment dire, quand je vois ces choses, c'est mentor qui le suit. Il pense que, comment dire, il est le premier Ivoirien à être des choses polytechnique. Il y a eu beaucoup. Moi, dans ma famille, là, mon grand frère, il était un major aussi dans cette école-là. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi. Moi, je vais voir un politicien qui ne dit rien de bon, et puis je vais le suivre. Parce que quand tu viens faire la politique, il faut développer quelque chose, comment dirais-je, les citoyens vont entendre ce qu'ils veulent entendre dans ces oreilles-là. C'est ça qu'il faut dire. Tu es en train de tout faire toujours quand tu fais ces discours. Faire l'historique de Houphouët-Boigny. Il a été le président de tous les Ivoiriens, ça on sait. Mais on
connaissent le parcours, ce que le président pouvoir faire en Côte d'Ivoire. Mais quand tu viens, il faut venir avec un programme pour parler de ce que toi tu vas faire pour les Ivoiriens. Lui, ADH, et je comment les humains, il est en train de parler nuit et jour là. Nous, on sait. Mais le problème est qu'il faut parler c'est que le développement de la Côte d'Ivoire. On sait que tu as travaillé un peu. Non, ce monsieur, moi, ce discours, je ne le comprends pas. Alors, je m'arrête là parce que je ne suis pas un gars de PDCI. Ce sont des gars de là-bas, mais moi, je sais que quand il aura des votes, je n'ai jamais le voté. Donc, je ne vais pas m'allier à lui donner des conseils. Ce sont ces mentors qui doivent lui donner ces conseils. Sinon, moi, catégorie. Merci. Merci à vous, Zerfel. Madame Cissé, vous souhaitez également réagir. Bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, Média. Bonsoir à monsieur le journaliste. Bonne et heureuse année 2025 à tous les panélistes. J'ai reconnu Parfendom et puis notre frère depuis le Canada, si je ne me trompe pas. En tout cas, bonne heureuse année au PDG de la chaîne, bonne heureuse année à tous les techniciens. On est ensemble. Moi, je pense que le président Soro, le ministre, il est en de bonnes mains pour ma part. Il a trouvé refuge dans l'AES. Je pense que les chefs d'État quand même doivent lui parler, on doit lui donner des conseils. Quand on a été l'auteur de tous ces troubles-là, je pense qu'à un moment donné, il faut faire profil bas. Et ça, Parfendom l'a dit. Personne n'a besoin de Soro Guillaume à la tête de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, d'abord, n'est pas un homme politique. Et ça, tout le monde le sait, ça transparaît. Ce n'est pas le fait d'avoir été à la tête d'une rébellion et avoir occupé le poste du président de l'Assemblée nationale qui fait de vous un homme politique. Soro Guillaume n'est pas un homme politique, pas du tout. Et moi, je pense qu'il faut qu'il reçoive des conseils de ces chefs d'État-là. Nous, on attendait Soro Guillaume sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur qui a gagné les élections. Il est venu, il a eu l'occasion de le dire sur une chaîne, la chaîne d'un de vos confrères. Tout le monde attendait la réponse de Soro Guillaume sur qui avait gagné les élections. Mais Soro Guillaume, il est passé à côté, il avait l'occasion de se racheter, il ne l'a pas fait. Il a continué à persister dans le... Aujourd'hui, Bourgi est venu nous dire la vérité. Ce n'est pas que nous attendions de Soro Guillaume qui nous dise qui a gagné véritablement les élections, parce que nous savions qui a gagné les élections. Seulement, on attendait c'était une forme de confession. Parce que pour pouvoir pardonner à quelqu'un, il faut quand même que la personne reconnaisse qu'elle a fauté, il faut qu'elle se confesse. Mais Soro Guillaume n'a même pas... Il ne fait qu'à de ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont rien fait. Il n'a rien fait, il faut accepter tel qu'il est. Moi, pour moi, il doit faire profil bas et puis se retirer de la politique. Si nous vivons ce que nous vivons, chaque jour des morts, le pays est endetté, chaque fois, toutes ces souffrances que les Ivoiriens vivent, je pense que c'est Soro Guillaume. Il a sa part de responsabilité là-dedans. Et tout ce que nous attendons de lui, il doit venir prendre la parole et nous dire le pourquoi du comment et situer les responsabilités de la rébellion meurtrière qui a enterré la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on attend de Soro Guillaume. Sinon, personne n'a besoin de lui. Il n'est pas indispensable à la Côte d'Ivoire, c'est tout. Maintenant, sur Thiam, voilà un autre aussi. Quand vous lui demandez son programme politique, on vous dit qu'il a fait, comment dirais-je, l'école polytechnique d'Europe. J'ai demandé la dernière fois, est-ce que Thiam est-il le seul à avoir fait Polytechnique, le seul Ivoirien à avoir fait Polytechnique? Non, ils sont nombreux. Quand on demande le programme politique, qu'est-ce que Thiam va apporter de plus? On nous dit qu'il est de nationalité française, il a travaillé dans la banque Crédit Suisse. Vous savez, la jeunesse africaine, je crois, a dépassé toutes ces choses-là. La jeunesse africaine attend quelque chose de concret. Parce que on ne peut plus louvoyer. Thiam doit venir en face de nous. Moi, je changeais avec un représentant Thiam. Et je lui demandais, que pense Thiam des bases militaires, du franc CFA et puis des accords néocoloniaux? Que pense qu'il nous dise un peu quelque chose, qu'il nous dise quelque chose là-dessus?
Et son représentant me dit non, que pour le moment, il ne doit pas en parler. Donc, ça veut dire que Thiam même, il a un cahier de route. Tout le monde sait que c'est pour préparer le départ de Ouattara que la France est en train de positionner Thiam. Voilà quelqu'un qui ne va rien apporter à l'Afrique, qui lui va ramener l'AES comment? Comment lui, c'est pas quelle alchimie, pas quelle magie lui va utiliser pour ramener l'AES. Mais l'AES, le retour est irréversible, c'est terminé. Donc moi je conseillerais à ces gens-là que l'Afrique d'autrefois, où c'est la France qui décidait, c'est la France qui imposait les pour sortir, Madame Sissi, pour sortir. C'est dépassé, les Africains ont ouvert les yeux. Et je conseillerais à ces gens-là, à son Thiam et son Soro Guillaume, il faut qu'ils aillent encore se former. Et Thiam, franchement, quand on le dit, ça vexe des gens. Thiam n'est ivoirien. Il n'est pas ivoirien, il n'a rien d'ivoirien. Merci. Le fait de mettre en avant le président Houphouët-Boigny, mais vous n'êtes pas de sang ivoirien, vous êtes peut-être d'adoption, mais vous n'êtes pas ivoirien. Après le départ d'Alassane, on ne voudra plus un autre étranger à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas un débat. Et les financiers, la haute finance, là, on sait ce que ça produit. Voilà le résultat de Alassane Ouattara, le bilan d'Alassane Ouattara. Merci à vous, Madame Sissi. C'est la catastrophe, c'est le chaos en Côte d'Ivoire ici. Merci. Merci pour votre participation. Marc, merci à vous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Je voudrais dire bonsoir à M. Patient Dom, à M. Sylvain de Bogou et à tous les combattants, en tout cas du monde entier, ceux qui sont au chevet de la Côte d'Ivoire, et vous dire une très bonne année d'abord. Et puis, je voudrais m'exprimer sur le cas de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le discours que Soro Guillaume aujourd'hui adresse aux Ivoiriens. Moi, je trouve dans son attitude qu'il a un comportement condescendant. Parce que regardez un monsieur qui a commis, en tout cas, des actes aussi ignobles, jusqu'à soutenir en 19 septembre 2002, une rébellion, et devant même le président Gbagbo, en le traînant, en tout cas dans toute l'Afrique, par Lomé 1, Accra 2, jusqu'à ce qu'ils arrivent à prendre les armes pour faire ce coup d'État, pour déposer M. Ouattara au pouvoir. Et aujourd'hui, Ouattara l'a chassé jusqu'à dans l'Asie. Et il est venu dans le Sahel. Et en cela, il tient des discours de ces gens. Moi, je trouve que c'est parce qu'il devait lui-même ne devait même pas faire un discours de ces gens, raser les murs. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est à la base de tout cela. Jeune, il était à la base de tout cela. Donc aujourd'hui, celui qui va voter Soro Guillaume et va le mettre au pouvoir dans notre pays, c'est que la personne lui-même ne connaît pas son histoire. Et lui-même, son histoire et l'histoire de Soro Guillaume. Notre pays n'a pas besoin de ces genres d'hommes-là. C'est clair et net. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut venir au pouvoir. Si tout le monde veut prendre des armes, qu'un jour, on puisse t'accepter comme Premier ministre ou quoi, avec les armes à la main, pour que tu puisses arriver au pouvoir, mais ça, ce n'est pas un exemple que chacun de nous doit suivre. Monsieur Nguéné, regardez, même vous êtes au Cameroun, quelqu'un peut prendre des armes et puis dire, bon, demain je suis un politicien. La politique, ça s'est fait dès le début, jusqu'à son jeune âge, jusqu'à ce que tu arrives à un haut niveau, comme le président Gbagbo l'a fait, sans prendre les armes. Parce que la gestion de la société, ce n'est pas les armes. La politique, c'est l'art du compromis. Avec qui on peut faire un compromis quand la personne a les armes à la main. Voilà. Et monsieur Thiam, moi je vais dire une chose. Cette année où nous sommes, en 2025,
celui qui n'est pas panafricaniste, un projet panafricaniste, ce n'est pas la peine que nous puissions lui donner nos voix. M. Thiam était dans les palais feutrés des banques. Et tout banquier est quelqu'un qui est incorrompu. Moi, en Afrique aujourd'hui, les projets capitalistes et libéraux, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des panafricains, des nationalistes purs et durs, qui doivent être à la tête de nos pays. M. Thiam, d'ailleurs, par sa paternité, il n'est pas de chez nous. Par le côté maternel, il est quelqu'un qui ne doit même pas oser être quelqu'un qui doit être à la tête de notre pays. Pour sortir, Marc, pour sortir. Voilà. Ok, je vais sortir là. Il fera pire que M. Ouattara. Les banquiers n'en voulons plus. Depuis Soglo jusqu'à qu'on appelle à Ouattara, et il va arriver à Thiam, n'en voulons plus. Les banquiers, allez vous travailler à la banque. Ils ont dit que celui-là était économiste. Regardez le gouffre dans lequel il nous a mis. 40 000 milliards. Mais c'est quoi ça? Merci à vous, Marc. Quel projet il a fait pour la Côte d'Ivoire? Rien. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons également donner 2 minutes à M. Sidi. Allez-y, M. Sidi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, Voyou Télévision. 2 minutes, c'est injuste parce que les autres ont fait peur de 6 minutes. Je comprends, M. Sidi. Mais nous sommes à la fin de l'émission. J'aurais dû faire un dernier tour de table. Mais je préfère vous donner un temps de parole. Allez-y directement, droit au but, M. Sidi. Merci beaucoup pour tout. Monsieur Nguéné, l'heure est grave. Je dis très, très grave. Si jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui pensent que c'est Soro Guillaume qui est responsable de tout ce qui s'est passé là, ça veut dire que bon nombre de ça ou pas, ou qui on est en train de combattre, ou bien vers où on est en train d'aller, et quel est l'objectif du panafricanisme? Le panafricanisme, c'est de l'humanisme. Soro Guillaume, c'est un Africain. Quand il va venir demander pardon, nous allons lui pardonner. Le problème n'est même pas là-bas. Écoutez, il faut être vraiment d'une nullité géopolitique pour penser que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori serait responsable. Mais écoutez, Soro a de l'argent pour financer une rébellion. Soro a les moyens pour faire ce qui s'est passé là. Les gens n'ont pas compris que c'est l'État profond qui manipule jusqu'à présent les Africains que nous avons. Si les gens vont commencer par demander pardon et qu'on va refuser, nos chefs d'État ne quitteront pas le pouvoir, ils vont toujours suivre l'Occident. Je me répète, lorsque nous n'allons pas apprendre à pardonner aux gens, personne ne rejoindra le combat. Il faut savoir pardonner aux gens. Encore que Guillaume Soro, moi je ne donne pas Soro. Hein. Soro c'est quelqu'un que moi je n'aime pas. Mais c'est un Africain, un frère africain comme nous. Et nous savons, vous et moi, que c'est Ouattara et les Français qui ont été à la base de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire qu'on appelle Laurent Gbagbo seul peut faire le combat en Côte d'Ivoire, qu'il le fasse et qu'il gagne le combat? Mais écoutez, ils n'ont qu'à nous enlever dans les analyses de sentiments. Si c'est comme ça, les Ivoiriens analysent, comment on appelle Nguéné, je le dis haut et fort aujourd'hui, Ouattara sera le président et rien ne se passera en 2025. Je répète, si c'est comme ça, ils raisonnent, Ouattara sera le président en 2025 et rien ne se passera. Parce que c'est naïf et trop, comment on appelle, est trop facile de renverser, qu'on appelle. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'union sacrée. Je dis de l'union sacrée de l'opposition ivoirienne et de tous les panafricanistes au service. Tout le monde sait que c'est Laurent Gbagbo qui doit venir et reprendre le pouvoir. Mais à lui seul, il ne pourra rien. Il ne peut rien. C'est qu'on appelle à lui seul. Sinon, on va se retrouver à une situation à la Tshisekedi au Congo, où si Dramane Ouattara remarque qu'il ne pourra plus rien faire pour avoir le pouvoir, il donne ça à un fainéant, comme Etienne Tshisekedi, et le tout est joué, et nous retombons, qu'on appelle dans une néocolonisation de 20 ans. En Côte d'Ivoire, c'est dangereux. Là où nous sommes en train d'aller. Ce à quoi nous sommes en train de parler, c'est pourquoi je remercie les sieurs Okosisi Baba Nicolo, Suleiman Gbagbo Kone et Johnny Pacheco tout dernièrement, qui sont en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais écoutez, c'est quoi nous sommes les Ivoiriens? Ils ne sont pas fatigués de ce qui est en train de se passer.
Tidjani Thiam, vous n'avez pas compris ce qui est en train de se passer là. Ouattara va revenir au pouvoir si vous continuez pas à raisonner comme ça. Moi, je ne dédouane pas Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, il est trop petit pour être responsable de tout ce qui s'est passé en 2011. Parce que depuis 2002, depuis le 19 septembre 2002, Guillaume Soro, ils sont en train de dire qu'il n'est pas politicien. Écoutez, il y a une école de politiciens en Afrique. Ils n'ont qu'à nous donner en Côte d'Ivoire, là où on forme les politiciens. Chacun est libre de ses idées. La politique d'exclusion, c'est une politique à bannir. Il faut faire avec tout le monde. Aujourd'hui, sans que nous ne soyons unis, qu'on appelle au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut signer qu'on appelle mon cher ami Nguéné, Ouattara sera président et rien ne se passera. Je répète, Ouattara sera président et rien ne se passera. S'ils sont en train de niaiser jusqu'à ce point, Voyou Television, an overview of the world, c'est Dieu qui est pour n'importe quoi comme ça. Là. Merci à vous, Monsieur Sidi. J'imagine qu'on va retirer la dernière partie, la chute de votre intervention. Alors, on va rapidement faire un dernier tour de table. Nous n'avons que 5 minutes à passer ensemble. Messieurs, en une minute, Monsieur Chelou pour sortir de l'émission. En une minute. Il ne faut pas faire de l'amalgame. J'ai entendu dire que tous les banquiers sont des corrompus. Moi-même, je suis banquier, donc on ne peut pas dire ça aussi avec ces mots. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est la politique qu'il faut surveiller, étant donné justement que nos économies aujourd'hui ont besoin des leviers de souveraineté, notamment la monnaie, et le contrôle de leur politique économique et le budget. Mais si on scrute le programme de Thiam, on ne voit pas justement cette volonté de s'affranchir des éléments de contrôle de l'économie des pays africains. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas le soutenir. Je dirais aussi que personne n'accuse, comment on l'appelle, Guillaume Soro. On dit tout simplement que son discours de devenir président n'est pas la bonne démarche. Il faut plutôt qu'il complète son chemin de Damas en termes de pénitence pour contribuer à l'apaisement, pour contribuer à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Enfin, je pense que les Ivoiriens doivent comprendre les tenants et les aboutissants des enjeux pour pouvoir avoir la bonne stratégie, celle de s'unir autour de leur leader charismatique qui déjà a les éléments fondamentaux, n'est-ce pas, dont il s'agit aujourd'hui, n'est-ce pas, la souveraineté, la liberté et de sortir des griffes de la France-Afrique. Et ça, je pense que ça prend un leadership éclairé, quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de la dette, du système france-africain de colonialisme, des fonds monétaires internationaux et tout ce système international qui veut toujours saigner l'Afrique, tuer les Africains, les exploiter jusqu'aux os. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a un rôle à jouer en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour égayer cette dynamique pour la libération du continent africain. De ce point de vue, on attend la mobilisation du peuple ivoirien. Je termine par cette citation encore de Karl Marx, qu'il faut rendre l'oppression encore plus oppressive en ajoutant à l'oppression la conscience de l'oppression. Il faudrait que les Ivoiriens prennent toute la plénitude de cette oppression pour pouvoir se soulever et enfin changer fondamentalement le paradigme en Afrique. Merci pour votre invitation, M. Nguéné. Sylvain de Bogou, votre mot de fin pour sortir. Oui, je voudrais dire carrément que les Ivoiriens ne sont pas focalisés sur Soro Gibafori Diom. Ce que les Ivoiriens demandent ici, c'est simplement la façon dont Soro Diom présente ses excuses. On ne vient pas en même temps présenter des excuses et dire il ne les présente même pas en bonne et due forme et demander en même temps à être président de ceux qu'il a opprimés. Les Ivoiriens ne font pas des analyses calées, sinon on ne pourrait même pas soutenir, en tout cas l'AES et autres, parce qu'on sait que ces pays-là ont contribué à l'hécatombe où les Ivoiriens se trouvent aujourd'hui. C'est parce que les Ivoiriens ont un esprit de vertu. Nous disons que les deux candidatures ne sont pas bénéfiques, on ne fait pas de l'exclusion, mais nous disons que ce sont des candidatures, je dirais, intéressées, et ces deux candidats, s'ils sont réellement
si en tout cas s'ils sont élus, ce serait pour leur propre bien, ce n'est pas pour le bien des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que Soro parle des agriculteurs, des planteurs, de ceci, cela, qu'on va sauter, on va faire des sursauts un peu partout. Non, Soro fait partie du problème. Il a écrit un livre où il a expliqué pourquoi il est devenu rebelle. Est-ce qu'il a apporté un démenti à cela? Est-ce qu'il est venu demander un pardon véritable? Soro, c'est simplement de l'arrogance, simplement de l'égocentrisme. C'est tout. Quant à Tidiane Thiam, c'est simplement nous brandir qu'il a fait telle école. Mais sans nous vanter, nous savons dans quelle école nous avons été en Angleterre. Il y a aussi des grandes écoles en Angleterre. Voilà. Et donc, on ne peut pas se baser sur cela et dire on peut diriger. Je dis et je répète, Tidiane Thiam traîne des dossiers sales, que ce soit Prudential en Angleterre, que ce soit le Crédit Suisse, voilà, en Suisse. Voici des choses que nous soulignons. Et donc, des gens qui vont venir s'asseoir sur la Côte d'Ivoire pour rembourser leurs dettes personnelles, nous n'en voulons pas. Voici la réalité. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de ceci ou cela. La Côte d'Ivoire, depuis Oufou-Boigny, a connu le plus de ministres et de hauts fonctionnaires qui sont venus de la sous-région, de partout. Voilà, donc nous ne faisons pas de l'exclusion. Simplement, nous disons qu'il y a des choses qu'il faut faire avant de parler de candidature. Je vous remercie pour l'invitation et nous restons toujours à la disposition de la chaîne For You Media pour apporter notre petite contribution. Merci à vous. Sylvain de Bogou, chez Lawson, merci également à vos patients parfums d'hommes sur le plateau avec moi. Merci. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Demain, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur la crise diplomatique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien.